Cela faisait 1 an que Vladimir Vetrov livrait des documents secrets à l'Ouest. Mais en février 82, les événements se précipitent. La soupçonnant d'avoir deviné sa trahison, l'officier du KGB a poignardé sa maîtresse et tué un passant venu à son secours. Laissant 2 corps derrière lui, il est rentré chez lui. Il a tout raconté à sa femme. Il s'est changé, puis il est ressorti. Il est arrêté le soir même par la milice de son quartier. En effet, Ludmila a eu le temps de donner le nom de son agresseur avant de perdre connaissance. Finalement, elle survivra. Le crime raté de Vetrov avait-il pour objet de masquer sa trahison? Rarement affaire d'espionnage va ramper dans un tel dédale de mystère. Rarement affaire d'espionnage aura de telles conséquences sur le cours de l'histoire. Le lieutenant-colonel Vetrov est enfermé dans la prison du KGB de Moscou. Des victimes innombrables y ont été torturées et liquidées pendant les années staliniennes. Vladimir Vetrov est photographié et fiché pour crime de droit commun. Il reconnaît les faits. J'avais bu. Elle me faisait chanter. Avec ce que je faisais, j'avais pas besoin de ça. Dommage qu'il y avait ce connard. Si elle était morte, je serais pas là. Comment en est-il arrivé là? Tout avait commencé au moment où Vetrov avait appris que sa femme le trompait. C'est alors qu'il s'est mis à trahir le KGB et son pays. Vetrov adorait Svetlana. Il a mal supporté d'être écarté de son cœur. Il s'est alors rabattu sur Ludmila, cette traductrice qui voit passer des documents secrets. Avec Ludmila, Vetrov a connu un amour d'autant plus passionnel qu'il était cousu de fils vengeurs. La séparation d'avec sa maîtresse pendant l'été lui a été pénible. Il m'a parlé de son amour envers cette autre femme. Il m'a dit qu'il l'aimait à la folie et d'un seul coup, il a éclaté en sanglots. Sa femme avait voulu le virer. À 2 reprises, elle lui avait fait ses valises, mais lui n'a pas voulu partir. Dans sa datcha, Vetrov a connu un été 81 d'autant plus agité qu'il ne pouvait plus assouvir son autre vengeance. Livrer des documents secrets à l'ennemi lui faisait vivre la période la plus excitante de sa vie. Or, avoir dû s'arrêter 2 mois pendant l'absence inexplicable de son agent traitant lui a été insupportable. Il a sans doute commencé à douter du sérieux de la DST française. Peut-être même s'est-il mis à craindre d'être démasqué. En septembre, lorsque ses contacts avec Ferrand avaient repris, celui-ci lui apprenait que Mitterrand avait parlé de lui aux Américains. Stupeur et jouissance. D'un autre côté, la CIA pouvait s'en être mêlée. Cela l'a inquiété. Il l'a dit à Prévost. Mais en même temps, il s'est pris pour un héros à dimension mondiale. Alors, il a voulu accélérer encore ses livraisons. Il s'est exalté. L'acteur exceptionnel qu'il était à ses propres yeux ne pouvait plus se passer de son seul public. Son agent traitant français. Il s'en est servi comme confident et confesseur, infirmière et psy, l'abreuvant de discours sur ses problèmes avec sa femme et sa maîtresse, lui déversant sa haine du système. Ferrand le cite dans ses notes. « Je déteste avec répugnance ce régime totalitaire qui écrase la personnalité, qui excite la dureté des gens entre eux. Dans notre vie, il n'y a rien de bon, c'est de la pourriture. » L'annonce d'une deuxième absence de près de 2 mois pour vacances de Noël de son partenaire l'a laissé pantois. Totalement désemparé. Car il livrait des informations de première qualité.
Mais à Paris, on avait en effet décidé d'interrompre les livraisons, car on était débordés, noyés. Pas le temps de traduire, encore moins d'analyser, d'absorber cet océan. Pour nous, ça allait trop vite. Normalement, c'est une affaire qui était partie pour 20 ans. Dans ce type d'affaires, 3 ou 4 contacts par an suffisent. Il ne faut pas en faire plus. Mais lui, il était prêt à en donner toutes les semaines. Certes, mais notre rôle, c'était de le freiner pour... plus vous faites de contacts, c'est tout simple. Plus on fait de contacts, plus on est vulnérable. Plus il y a de risques. Il m'a laissé tomber pendant 2 mois. 2 mois alors que je livrais des photos qui valaient des milliards. J'avais affaire à des petits. Ça m'a fait peur. Il comprend pas qu'on le laisse tomber. Il comprend pas que son contact permanent est disparu sans laisser de traces, si vous voulez. Pour lui, il sait pas s'il est en vacances ou s'il... Hein, et le fait est qu'il a prévu. Il dit, je pars en vacances. Il dit, on part pas en vacances quand on traite un officier comme moi. Tous les jours, il avait des papiers qui lui passaient de la main. Et c'était continuel. Mettez-vous à sa place. Il voit tout passer. Et aussi bien les affaires de radar, sous-marins, etc. Et tout est intéressant. Il voyait tout, mais une fois, c'est tout. Et il voulait tout livrer. C'est la raison pour laquelle il trouvait curieux que Ferrand l'abandonne. Et ça, il peut pas l'admettre. Ça le fait peur, ça le met mal à l'aise. Il craint tout à partir de ce moment-là. Tant qu'il a Ferrand avec lui, je veux pas dire qu'ils sont protégés, mais si, il y a un peu ce sentiment de protection, vous voyez. Mais à partir du moment où son officier traitant disparaît, alors il se sort tout seul, là. Il est abandonné de tout le monde. Quand je l'ai revu, il était complètement perdu, comme un absent. C'était une époque qui a traumatisé beaucoup de gens, qui a brisé bien des vies. Et puis il y a eu ce moment de panique. Ludmila a-t-elle vu? A-t-elle compris? A-t-il cru qu'elle avait vu? Qu'elle avait compris ce qu'il faisait? En tout cas, il s'est senti soudain soupçonné par sa maîtresse. Elle l'avait vu. Il vous l'a dit? Oui. Ça l'a beaucoup traumatisé. Et on fait un dîner à la va-vite, on mange des sandwichs, si vous voulez. On boit beaucoup, c'est sûr. Et puis, il me ramène même pas à la voiture. Il me ramène jusqu'à une station de trolleybus. C'est là où il me dit, j'ai une secrétaire qui me surveille en permanence, qui m'épie, et je suis sûr qu'elle a été achetée par la CIA. La CIA est à mes trousses. Je risque tout ma vie, sans doute celle de Svetlana peut-être. Il est dans un état tout à fait... et il en veut beaucoup à faire. Il n'était pas capable d'apprécier la situation. Il était dans un délire total. La schizophrénie. Il y a des gens comme ça qui se voient épiés partout. C'est de la paranoïa. Or, tout cela s'est passé au moment où Ludmila serait devenue exigeante, aurait réclamé à son amant de quitter sa femme. Alors il a eu peur d'une dénonciation, d'un chantage. Il s'est mis à la craindre, à la détester. Ludmila me voulait pour elle seule. Mais moi, je n'en voulais plus. Je voulais revenir à ma femme que j'ai toujours aimée. Finir ma vie tranquille avec elle. Crime passionnel ou meurtre de sang-froid? Les coups de bouteille et les 12 coups de couteau sont-ils le fait d'un accès de rage ou d'un assassinat prémédité? Je n'ai pas compris pourquoi il a décidé de la tuer.
Je suppose qu'elle a commencé à le faire chanter. Elle lui a demandé de l'argent, des cadeaux, fait tout ça. Il n'avait pas assez d'argent pour lui faire des cadeaux tout le temps. Il aura voulu se débarrasser d'elle et il l'a tuée. Il a peut-être voulu lui annoncer qu'il rompait avec elle définitivement. Elle aurait exigé qu'il divorce parce qu'elle voulait l'épouser. Le chantage romantique, là, j'y crois pas beaucoup, parce que, non. Elle a dû probablement le menacer, de le dénoncer au KGB. Voilà. Nous avons bénéficié de renseignements qui n'étaient pas dans la compétence de Vetrov. Donc je vois difficilement qu'elle n'ait pas été complice. Ludmila était-elle sa complice, malgré elle? En tout cas, elle le laissait prendre des documents auxquels il n'avait pas droit. Chaque soir, les documents secrets étaient rangés dans des coffres-forts. Un jour, Ludmila en a confié la clé à Vetrov. Et il a fait une copie de cette clé. Quand il faisait des heures sup et qu'il n'y avait plus personne dans le bureau, il pouvait ouvrir le coffre de Ludmila. Ni lui, ni Ludmila n'avaient en fait l'intention de divorcer et de se marier. Seul le sexe les unissait. À l'époque, le divorce dans notre milieu pouvait aboutir au licenciement. Rien que pour ça, elle n'a pas pu le faire chanter. Très certainement, il y a eu une engueulade, un mot de trop. Lui, c'était un impulsif, et voilà. Si ça se trouve, il avait peut-être pas prévu de la tuer. On peut penser que le couteau qu'il gardait dans la boîte à gants de sa voiture démontre qu'il n'excluait pas un meurtre. Plus tard, quand il s'est retrouvé en prison, peut-être même s'est-il dit « J'ai bien fait d'avoir commis ce crime. Il cache mon crime principal. » Personnellement, je ne pense pas qu'il ait eu l'idée tordue préalable de commettre un crime dans le but de camoufler sa trahison. Le KGB dissimule l'affaire afin de sauver l'honneur de l'uniforme. Svetlana Vetrov ne connaît de son mari que ses crimes, pas sa trahison. Le sort de Vladimir l'apitoie. Elle lui rend régulièrement visite en prison. C'était affreux. Les premiers temps, je n'avais plus envie de vivre. Je traversais les rues avec une seule idée en tête, qu'une voiture m'écrase et que tout soit fini. Je ne peux pas dire en prison qu'il était calme. Ni abattu d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il vous dit de ce qu'il a fait? Il me répétait toujours, pourquoi n'ai-je pas tué Ludmila? Il ne se pardonnait pas d'avoir laissé en vie cette femme qu'il avait fait chanter. Vetrov était en prison. Nous, on filait Svetlana. Son appartement était sur écoute. Elle était la maîtresse du président du tribunal. Elle le rencontrait souvent. Elle couchait même avec ce juge entre les séances du procès. Elle aura voulu se mettre le juge dans la poche afin d'obtenir un régime plus favorable pour son mari. Une peine moins grave.
À la DST à Paris règne la consternation. Toujours pas de nouvelles de Vetrov. La source prodigieuse ne coule plus depuis 8 mois. Mais qu'est-ce qu'il fout? Procès anormalement rapide. Monté de toutes pièces. À huis clos afin que l'affaire ne sorte pas de ses murs. Les collègues de Vetrov mettent la violence de sa tentative de meurtre sur le compte de la perfidie de Ludmila. Il est évident que le service protégeait son officier, parce qu'un officier coûte plus cher à former qu'une dactylo ou une traductrice. Elles, on peut les remplacer. On sacrifiait toujours les femmes. C'est pour ça que les officiers les accusaient, les femmes, en disant c'est elle qui a pris l'initiative. Je connais plein d'histoires de genre. Les femmes, elles, se comportaient de façon correcte. Elles ne reconnaissaient jamais qu'il y avait eu des relations sexuelles. Elles faisaient tout pour protéger ces salauds d'hommes. Parce que oui, ces hommes se comportaient comme des salauds. Vladimir Vetrov est condamné à 12 ans alors qu'il en espérait 8. Il est effondré. Effondré comme si les juges n'avaient pas tenu des promesses de réduction de peine s'il coopérait. Or, il a pleinement coopéré. Comme pour accélérer sa condamnation, comme pour camoufler sa trahison, au plus vite. Quant à sa femme, elle n'a pas été récompensée des faveurs accordées aux juges. Il était dans un état difficile à décrire. Comme s'il était passé de l'autre côté de la vie normale. Six mois après sa condamnation, Vetrov est expédié dans un camp de prisonniers en Sibérie, où des mouchards ont été désignés pour l'observer. Cependant, Vetrov n'est toujours pas soupçonné de trahison. Но я ж не в отпуск ехал. Эта дорога — ужас. Вагоны для скота. Я понял смысл слова «наказание». Par une source américaine, on apprend que Vetrov a été arrêté. Eh bien, je vous assure, j'ai passé une nuit très désagréable. J'étais tout seul et je me dis, s'il est arrêté, il va parler et je serai recherché et le risque est assez important. J'ai appris depuis que c'était de l'ordre de 15 ans de goulag ou bien la disparition totale, ce qui se faisait aussi de temps en temps là-bas. Pendant quelque temps, Ferrand me téléphonait tous les soirs pour savoir si j'étais toujours en vie. Il parlera. Tôt ou tard, il parlera. Donc, premier réflexe, c'est de rapatrier tout le monde. C'est ce qu'on a fait. Amel, Ferrand. Tout le monde. Et à les mettre à l'abri. Le nouveau patron de la DST peut enfin envisager de passer à l'exploitation des documents Farwell. Vetrov est sous les verrous, la source tarie, la taupe définitivement perdue. Et ça signifie qu'il faut établir des contre-feux dans l'ensemble des pays concernés. Ce qui revient à informer service par service tous les pays dont il apparaît qu'ils ont été victimes de transfert de technologies illicites, en fait de vol pur et simple. Pour ce qui concerne la France, on a essayé de désorganiser les réseaux de renseignement de l'ambassade de Paris. Et ce, d'autant plus qu'en 10 ans, le personnel de l'ambassade de l'URSS est passé de 200 à 750 personnes. Ça prouve qu'on aspirait au développement des relations avec la France. On venait aussi de découvrir que, depuis 10 ans, tous les messages de l'ambassade de France à Moscou sur les telex chiffrés avaient été interceptés en clair par les Russes. Ce qui a beaucoup énervé François Mitterrand. Alors Yves Bonnet obtient son rendez-vous pour lui exposer son affaire. Le président de la République m'a laissé m'exprimer sans jamais m'interrompre. C'était une des qualités de François Mitterrand. J'ai dû parler à peu près 1 heure. À la fin de mon intervention, quand je me suis arrêté, il m'a dit « Que proposez-vous » Moi, je vous propose l'expulsion d'un nombre significatif de diplomates soviétiques, enfin, en fait, d'espions soviétiques. Allez-y.
Son acquiescement, m'imaginez me livrant à une expulsion de soviétiques sur la base d'une mauvaise audition, c'eût été un peu fâcheux quand même. Donc il m'a donné spontanément son accord et nous étions donc partis sur une quarantaine. Ils seront finalement 47, choisis de manière à ne pas révéler la source. Afin de brouiller les pistes, la liste comprenait des personnes qui ne sont pas des espions mais des gens considérés comme détestables. Et puis, afin de frapper un grand coup, il fallait choisir dans la pile des documents Farwell celui qui démontrera que la France a mis à nu le système de pillage des soviétiques. Ce pourrait être la liste des objectifs annuels de pompage du savoir-faire des industries françaises, où l'on voit à quel point aucune entreprise, aucun atelier n'échappait aux tentacules du KGB. Farwell nous a énormément aidés. Sans qu'il y ait besoin de faire des analyses compliquées, les documents disent « Nous avons besoin de ceci, prenons-le chez Toshiba. Nous avons besoin de cela, prenons-le chez General Electric. » On a pris conscience de l'importance de leurs besoins et de leur faible capacité à produire. Le document finalement présenté par le Quai d'Orsay à l'ambassadeur soviétique est encore plus confondant. Il s'agit d'un bilan annuel chiffré du produit de l'espionnage technologique signé par le patron du KGB et destiné au sommet de l'État soviétique. Il prend ce document comme avec des pincettes et avec un air profondément méprisant, mais c'était dans sa nature de toute façon, et a rapidement regardé la première page, a feuilleté, mais d'un doigt particulièrement dédaigneux, l'alias sans la regarder de près et me l'a très rapidement rendu en me disant tout ceci bien évidemment n'est qu'un tissu de billevesée, ne repose sur rien et il est fort douteux que les autorités soviétiques acceptent de prêter foi à ce document qui est évidemment un document faux. Nous avions préparé 2 autres listes. Et puis une 3e liste, qui était une liste d'officiers de renseignement des pays du pacte de Varsovie. Ce qui fait que nous avions en quelque sorte un fusil à 3 coups. Je me suis borné à lui dire que si on pouvait éviter d'entrer, de déclencher un long processus de représailles, cela vaudrait mieux pour les relations entre nos 2 pays. François Mitterrand avait tenu à marquer très clairement qu'il ne céderait à aucun chantage du côté soviétique. La France a osé. L'expulsion des soviétiques fait la une dans le monde entier, mais il n'y a pas d'image, que des photos volées. Cela s'est fait dans la discrétion. Paris n'a pas voulu en plus humilier Moscou. Face à un adversaire de la taille de l'URSS, cette partie qui s'engage entre nos 2 pays tient un peu à une partie d'échec. Simplement, je ne savais pas si le partenaire serait échec et mat aussi rapidement. Il se trouve que le coup a marché. Et le résultat a été celui que nous souhaitions. Côté russe, une tour tombe. Tout se passe d'abord comme si le Kremlin était sonné. On n'a pas compris pourquoi les Français avaient décidé cette expulsion de masse. On ne s'attendait pas à ce comportement de la part de la France. C'était l'époque de la guerre froide. La France est tout simplement mise à participer à l'hystérie générale anti-soviétique. L'ancien chef du KGB, Yuri Andropov, devenu le maître du Kremlin depuis la mort de Brejnev 4 mois auparavant, va-t-il procéder à des représailles? Andropov jette l'éponge, au grand soulagement général. Le Kremlin n'est plus ce qu'il était. Le KGB non plus. Si nous avons décidé de ne pas répondre, c'était pour faire comprendre à la France nos aspirations tout à fait paisibles. Nous avons été assez surpris et heureux de voir qu'il n'y avait pas de représailles. Je pense qu'on a fait faire à François Mitterrand, dans cette affaire, un des actes majeurs de son premier septennat. L'expulsion des espions du KGB est accompagnée de l'arrestation de Français qui les renseignaient.
Les réseaux sont ainsi désorganisés, coupés, non seulement en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne de l'Ouest, et dans les pays concernés où la DST a envoyé les listes des faux diplomates russes et des agents locaux qui les renseignaient. Les résidences du KGB dans les pays occidentaux ont été mises en sommeil. Et là, Vetrov a parfaitement réussi son coup. Vetrov a enrayé pour plusieurs années l'espionnage technologique soviétique en Europe et en Amérique. Nous avons pris des mesures pour arrêter l'hémorragie. Des mesures assez drastiques. Arrestation d'agents, fermeture des labos et des usines aux visiteurs soviétiques, restriction des crédits bancaires, réactivation de la liste interdisant l'exportation de matériel sensible à l'URSS. Les systèmes de navigation ou de mise à feu des armes, que l'on sait maintenant connus des soviétiques et de ce fait rendus inefficaces par leurs contre-mesures, comme le brouillage, ces systèmes sont modifiés. Par exemple, une partie de l'équipement du chasseur germano-britannique Tornado a dû être entièrement revue. J'ai proposé à la CIA de fournir aux soviétiques du matériel défectueux, ou plutôt programmé pour devenir défectueux, après un certain délai. La fourniture à l'Union soviétique d'informatique buggée, provoquant des pannes ou des accidents à retardement, a jeté la confusion et la paranoïa dans les secteurs les plus sensibles de son appareil militaire. La situation a-t-elle invité les responsables soviétiques à réfléchir à l'efficacité de leur système d'espionnage ? Leurs rapports officiels vantent les millions de roubles économisés grâce à l'exploitation des technologies volées, des milliers de missions ayant permis de raccourcir la recherche, d'éviter de coûteuses impasses, de mettre au point des nouvelles armes ou de les améliorer. Mais cet espionnage ne coûtait-il pas plus cher qu'il ne rapportait ? C'est très rentable. Vous dépensez peu et vous gagnez énormément. Mais on n'a pas réussi à tout avoir. On avait besoin des renseignements afin de ne pas être en retard, de ne pas rater quelque chose de nouveau. Dans ce domaine, Vetrov a fait des dégâts. Une grande partie de tout ce qu'il y a dans ces documents, je le considère que du point de vue scientifique, ça a été un gaspillage financier et un gaspillage surtout peut-être plus grave, un gaspillage de valeur humaine. C'est-à-dire qu'on a empêché de bons chercheurs de trouver. Et on les a stérilisés. J'avais honte pour eux. C'est là-dedans. Ils ont mis les chercheurs sous cloche, au secret, cloisonnés. Moi qui suis ingénieur, ça me révoltait. Le KGB dit ça, il dit voici ce qu'on a gagné comme l'argent, voici ce qu'on a évité, les erreurs qu'on a évité de faire, voici ce qu'on a rapporté qui a pu être utilisé, etc. Mais c'est le KGB qui le dit, c'est pas les scientifiques. Ils le pensent pas. Et beaucoup de scientifiques ne le pensaient pas. D'ailleurs, le KGB se plaint du fait que beaucoup de scientifiques n'utilisent pas ce que eux ramènent. Et donc, eux, KGB, se sentent dévalorisés parce qu'ils se décarcassent pour aller chercher de l'information en Occident, ils ramènent dans le laboratoire soviétique, et les ingénieurs soviétiques, ils disent, ça nous sert à rien. Soit parce que la politique scientifique n'est pas orientée dans cette direction-là, soit parce qu'on le sait déjà. Pour faire carrière, les fonctionnaires trompaient leurs chefs en présentant des résultats exagérés. Les chiffres du KGB sur le vol des technologies occidentales, des dizaines de milliers de documents, de dessins techniques, d'échantillons, ces chiffres étaient faux. La révolution scientifique a rendu impossible le développement d'une économie fondée sur le vol de secrets, parce qu'on ne pouvait plus s'en servir. Un bon exemple, ce sont les ordinateurs. Vetrov pensait qu'on pouvait rattraper les États-Unis. La VPK et le bureau politique n'ont rien fait parce qu'ils ne percevaient pas les priorités en matière de progrès technique. C'était des bureaucrates qui dirigeaient la science, et non pas des chercheurs. La recherche allait beaucoup plus vite de notre côté parce que les gens échangeaient davantage que du côté soviétique, où ils ne pouvaient pas même échanger entre eux.
Nos chercheurs étaient dépendants de l'espionnage, comme des drogués. L'officier déchu du KGB est dans un pénitencier pour privilégiés. Il peut écrire à sa femme une fois par semaine. Il lui exprime sa foi en l'avenir. Nous serons encore heureux, affirme-t-il. Il n'évoque jamais son double crime, n'exprime pas de regret, de repentir, ne fait preuve d'aucun signe de conscience morale. Au contraire, il se considère comme une victime. Il écrit « Les ténèbres qui m'entourent s'ouvriront, et comme le Christ, je passerai sur une mer de sang vers vous. » Il ne pense qu'à une libération anticipée au bout de 7 ou 8 ans, comme quelqu'un dont les activités de traître ne seront jamais découvertes. J'ai passé ma vie dans l'ombre à me cacher. Une taupe, comme vous dites. Enfin retrouver la lumière. Mais 1983 est une année noire pour les soviétiques. L'affaire Farewell va contribuer à raffermir la pression franco-américaine sur l'URSS, alors qu'elle déploie ses euromissiles SS-20 aux frontières orientales de l'Europe. En révélant les besoins cruciaux de l'appareil de guerre soviétique, les documents Farewell signalaient en même temps ses lacunes, ses défauts, ses retards, ses trous. Grâce à Farewell, non seulement nous savions où étaient les trous dans le fromage, mais aussi qu'il y avait plus de trous que de fromage. 35% de leur produit intérieur était pompé par le militaire. Les estimations officielles de la CIA à l'époque allaient de 9 à 11%. La CIA s'est complètement trompée. Ronald Reagan a compris que l'Union soviétique était vulnérable. La conscience de cette faiblesse a donné aux Occidentaux de l'audace, notamment quand il s'est agi de déployer les missiles Pershing. Face au SS-20 soviétique, dès 1983, peu après la mise à jour de l'affaire Farewell, Ronald Reagan commence à livrer à l'Allemagne les fusées à moyenne portée Pershing. L'installation de ces contre-fusées, le gouvernement ouest-allemand lui-même les avait réclamées dès 1981. Entscheidend war für die sowjetische Führung die Fähigkeit des Westens, Pershing II. Il était décisif que les dirigeants soviétiques constatent notre volonté de les contrebraquer avec des fusées et des missiles de croisière. Qu'ils constatent la capacité politique de l'Ouest à répondre à leurs provocations. François Mitterrand a apporté à l'Allemagne de l'Ouest un soutien non moins décisif, en rétorquant notamment aux manifestants antimissiles « Les pacifistes sont à l'Ouest, mais les euromissiles, eux, sont à l'Est ». Tous les présidents américains précédents avaient accepté la permanence de l'Union soviétique. Reagan n'acceptait pas cette idée. Il croyait qu'il pouvait être vaincu. Quand Reagan lance sa guerre des étoiles, il pense tout d'abord à protéger les Américains de la menace des fusées à tête nucléaire soviétiques. Mais il y a aussi ce calcul, comme au poker. Si l'URSS veut suivre, si elle tente de participer à une compétition aussi coûteuse, son industrie de pointe ne pourra plus fournir et son économie sera asphyxiée. Les papiers de Farewell nous ont fait clairement comprendre que nous avions la technologie de pointe nécessaire pour dresser un système de défense avec missiles balistiques, tandis que les soviétiques ne l'avaient pas. Le pouvoir à Moscou était faible. Les services secrets dominaient. Quand les dirigeants du KGB s'approchaient de Brejnev, ils lui faisaient peur. Ils lui chuchotaient à l'oreille « Nous sommes en retard, les Américains nous devancent, nous avons besoin d'argent ». Quand ils touchaient cet argent supplémentaire, cela justifiait leur existence. De la même façon, la CIA et les autres services soufflaient à l'oreille de leur propre président « Les Rouges nous devancent, il faut augmenter les dépenses militaires ».
L'Union soviétique allait très mal à l'époque. Le prix du pétrole était très bas. Il y avait même une pénurie de pain. Mais nos dirigeants ont cru à cette guerre des étoiles. Ils ont énormément investi. Et cela a été un coup terrible pour notre économie. Le masque est tombé. Le masque des crimes de droit commun. Cette fois, Vetrov est soupçonné de trahison. Il perd tout espoir de s'en sortir. Quels ont été les indices et les étapes de la suspicion? Il a reconnu si volontiers ses crimes qu'on a eu le sentiment qu'il cachait quelque chose. Ensuite, il y a eu cet officier du KGB emprisonné dans la même cellule que Vetrov. Vetrov aurait vanté avec tant de sincérité la supériorité des pays occidentaux qu'il aurait mis la puce à l'oreille de son compagnon de cellule, lequel s'est empressé de rapporter ses confidences. La troisième étape a été déterminante. Au goulag, un mouchard l'a entendu dire un jour qu'il lisait dans un journal la nouvelle de l'expulsion des diplomates soviétiques de Paris. Les idiots, ils m'ont grillé. Les idiots, ils m'ont grillé. Une réplique de ce genre signifie « Idiot de français, vous m'avez désigné ». Un mois passe. Vetrov a compris que les Français l'ont oublié. Il décide alors de les interpeller. Il confie à un prisonnier qui visitait ses parents en dehors du camp une lettre destinée à Svetlana avec un petit mot joint en français que sa femme remettrait à l'ambassade de France ou à Prévost. Évidemment, ce courrier a abouti au KGB. Alors on a compris qu'il y avait des relations spéciales entre Vetrov et les Français. Du coup, nos services ont compris qu'il y avait eu une fuite, que des documents étaient passés à l'Ouest. Vetrov a été ramené de Sibérie à Moscou. Il est accusé de trahison. Il avoue. Svetlana Vetrov découvre que son mari était aussi un traître. Ne se doutait-elle vraiment de rien? Non, bien sûr que non. Pour elle, la nouvelle est un grand choc, pire que celui qu'elle a connu lorsqu'elle a appris ses crimes précédents. Ici se présente un autre grand nœud de mystère. Comment le KGB n'a-t-il pas vu la trahison de Vetrov? Pourquoi sa découverte par un contre-espionnage à la réputation d'acier a-t-elle été aussi tardive, 1 an et demi après son arrestation? Panne? Négligence? Il a eu de la chance. L'espionnage, c'est une profession où sans la chance, rien ne se passe. Vetrov avait fait un très bon choix. Il n'est pas allé chez les Canadiens, les Anglais, les Américains, non, il s'est adressé aux Français. Par tradition, les Français n'étaient pas pris au sérieux par le KGB. Il avait choisi la pauvre petite DST parce que les Américains mettent des tas de gens en branle et il n'aurait pas été le maître du jeu. Il rentrait dans un système hollywoodien d'espionnage où il avait toutes les chances d'être arrêté. On va chez les Américains quand on veut gagner beaucoup d'argent. Les Américains payent bien. Vetrov, lui, ne s'est pas posé la question. L'argent ne l'intéressait pas au début. Et en plus, l'ambassade américaine était contrôlée par le KGB. Avec les Français, c'était plus simple. Il les connaissait, il avait travaillé à Paris, et les Français le connaissaient. Le contre-espionnage soviétique n'a-t-il pas complètement failli dans cette affaire ? Je ne dirais pas ça. Le service a très bien travaillé puisque finalement Vetrov a été pris. C'est vrai que nous l'avons raté. On n'a jamais caché nos erreurs ou nos défauts. On n'a pas bien surveillé sa vie de famille.
C'est un type qu'on ne pouvait pas laisser seul, sans surveillance. Nous aurions dû le suivre pas à pas. Si j'avais pu, j'aurais fait encore plus de dégâts. Surveillance. Nous aurions dû le suivre pas à pas. Si j'avais pu, j'aurais fait encore plus de dégâts. Le KGB était devenu une vieille pute fatiguée. Pendant l'instruction, j'ai expliqué les défauts. Pourquoi le système tournait à vide. Eh bien, figurez-vous, ils m'écoutaient. Dans leur fort intérieur, ils savaient que j'avais raison. Mais que pouvaient-ils faire? Ils étaient dedans jusqu'au cou. À la fin de l'époque de Brejnev, tout le monde comprenait qu'il allait mourir. Il y a donc eu une lutte autour du trône. Or, Andropov, le patron du KGB, prétendait le remplacer. Il n'avait pas du tout intérêt à ce que cette affaire Vetrov s'ébruite au-delà des murs du KGB et encore moins dans la presse. Andropov a évidemment caché cette histoire à ses collègues du Politburo. Nous étions en état de droit. Nous ne nous permettions pas des violations de la loi. Il était impossible d'étouffer cette affaire. Mais alors pourquoi, une fois la trahison avouée, l'enquête du contre-espionnage a-t-elle duré aussi longtemps? 1 an et demi de plus. Que se passait-il derrière la façade? On n'avait pas d'indices. Démasquer un espion, c'est une très longue procédure. Il faut interroger les témoins, les collègues de bureau, de ses années d'études, de ses séjours à l'étranger. Il faut voir s'il y avait des complices. On n'a pas recueilli de données concernant quelqu'un d'autre. Pas de complices. J'ai fait des enquêtes sur des fuites, je peux vous dire qu'on ne sait jamais l'ampleur des dégâts. Et c'est très difficile à inventorier. Et ça prend du temps. Et puis ensuite aussi, on est dans un système vindicatif. On ne reste pas sur un échec. Le KGB a voulu se venger. Alors on a échafaudé un piège. On a voulu faire venir Prévost en Union soviétique. En avril 84, il y a cette lettre d'appel à Prévost dictée à Svetlana par le KGB. Il y a longtemps que je cherchais l'occasion à vous écrire que Vladimir est tombé à malheur. Je suis allé chez lui en prison. Jacques, j'ai besoin de vous voir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est un piège, bien sûr. Donc vous interdisez à Prévost de on a interdit à Prévost, bien avant d'ailleurs, qu'il reçoive cette lettre. Ma première réaction, c'était d'y aller. Et Nart va jusqu'à dire, si vous insistiez, on vous retirera votre passeport. Prévost ne vient pas. Et il a bien fait de ne pas venir. Le contre-espionnage russe avait fabriqué un faux passeport pour un sosie de Vetrov, au cas où Prévost viendrait à Moscou le rencontrer. Prévost aurait été ainsi pris la main dans le sac. Et on a envoyé Svetlana passer une journée avec son mari en prison, avec repas, vodka autorisé, sûr que Vetrov lui remettrait en douce un mot pour Prévost. Ce qu'il a fait. Il y a même adjoint une liste de nouveaux noms d'officiers du KGB à l'étranger, histoire de montrer qu'il pouvait toujours être utile et que les Français auraient intérêt à le sortir de là. Svetlana est sortie de la prison avec le mot et elle l'a remis au juge d'instruction. Donc, Svetlana a trahi son mari. C'est-à-dire... Да, конечно. Но ее понять. Mais on peut la comprendre. Ее понять можно. Я думаю, что она Elle a mis une croix sur le destin de son mari. На судьбе своего мужа. Она думала уже о другом. Elle pensait à son fils, à elle-même. Она думала о себе. Son fils pouvait être exclu de l'université. Elle pouvait être renvoyée de son travail et ne pas en retrouver. C'est pour ça qu'elle a accepté de coopérer avec le KGB. La situation était sans issue pour elle. En tout cas, on a compris que Vetrov menait un double jeu.
qu'on ne pouvait pas compter sur lui pour rouler les Français dans la farine, qu'il était vraiment un traître dans l'âme. Vetrov est traduit devant la chambre militaire de la Cour suprême. Il plaide coupable. Retenons de ce procès que Vetrov ne s'y comporte pas avec noblesse. Il charge son ancienne maîtresse et victime, Ludmila. Quand on l'a interrogé devant Ludmila, Vetrov lui a dit « Tu m'as aidé, tu as participé, tu dois reconnaître ». Il accusait celle qu'il n'a pas réussi à tuer comme pour l'impliquer, pour se venger. Mais les juges ont bien compris qu'elle était une victime et que c'était lui l'initiateur. Elle l'aimait peut-être aussi. Pendant l'instruction, il a voulu démontrer qu'il était un bon espion. Pendant un an, il a pu abuser son service. Tout ce qu'on disait de lui au KGB, qu'il n'avait pas de talent, etc., avait été très vexant pour lui. Il a voulu prouver qu'il était un vrai professionnel. Et il l'a prouvé d'une façon ou d'une autre, parce que, en réalité, il a été un grand espion. J'ai berné le KGB avec des amateurs. Les documents ont été livrés contre toutes les règles de l'art. Il paraît que mes chefs n'ont même pas été sanctionnés. Ils ont reçu un blâme. Un blâme pour m'avoir laissé refiler tout ça à l'Ouest. Du temps de Staline, ils auraient été tous fusillés. Seuls les copistes ont été punis. Voyez, le système est pourri. Vladimir Vetrov est condamné à mort, comme prévu. À quoi bon risquer ta vie pour prouver que ton chef était un con? Vetrov était un homme tout à fait ordinaire. C'était même plutôt un minable. Mais ils disent que vous êtes un traître, quand même. Traître? Traître à quoi? À la cause des camarades si vertueux qui ont trahi le peuple, qui s'engraissent sur son dos, qui le tyrannisent, et qui pourraient le jeter dans une nouvelle guerre mondiale? Comme ça? Des fous, quoi! Moi, au moins, j'ai réagi. À ma manière, j'ai agi. Je ne suis pas un lâche. Je ne mérite pas d'être exécuté. Mais j'ai envie de mourir. On emmenait le condamné menotté au sous-sol de la prison. On le mettait à genoux, pas pour l'humilier, mais parce que c'était plus pratique. 2 personnes le tenaient, et la 3e lui tirait une balle dans la tête. C'est comme ça que ça s'est passé sur le plan technique. On fusillait pas les traîtres d'ailleurs, on leur mettait une balle dans la nuque. On fusillait pas. C'était pas la figure du héros légendaire, mais pour moi c'est un héros, oui. Traître à son pays quand même. Traître à son pays, mais peut-être. Non, c'est un héros. Pour moi c'est un héros. Andropov avait succédé à Brejnev. Quand un an plus tard seulement le septuagénaire tire sa révérence à son tour, son congénère Tchernenko n'assure qu'un intermède vacillant. Il décède peu après. Le Politburo ose alors jeter son dévolu sur un homme jeune, modéré et partisan de la détente. Mikhaïl Gorbatchev. Mais Gorbatchev va-t-il pouvoir contrer Reagan? L'Ouest, pour la première fois, a été en position de force parce qu'il savait, comme ça a été le cas par exemple pour Reagan lors de la rencontre de Reykjavik, il savait quand Gorbatchev lui mentait sur des choses aussi essentielles que la guerre des étoiles. C'est une sensation extrêmement confortable que l'Occident n'avait jamais connue. Gorbatchev était étonné par la dureté de Reagan dans les discussions. Je crois que Vetrov a enlevé à Gorbatchev
De quoi bluffer? Il ne pouvait plus bluffer. Reagan était intransigeant parce qu'il a senti que l'Union soviétique pouvait être vaincue. Il était unique à cet égard, parce que tous nos présidents précédents avaient accepté l'idée que l'Union soviétique était inévitable. La tâche, pour l'Ouest, était donc de s'entendre avec l'Union soviétique, de pratiquer la détente, de trouver un modus vivendi. Reagan a rejeté ça. Il disait « Pourquoi s'entendre avec eux puisque nous pouvons les battre ?» Quand on sait que c'est le déclenchement de cette stratégie de guerre des étoiles qui a finalement entraîné l'Union soviétique dans une course aux armements qui l'a laissé à genoux et qui a peut-être aussi joué un certain rôle dans l'écroulement de l'Empire soviétique, bon, il se serait de toute façon écroulé, mais probablement plusieurs années plus tard. Vetrov a contribué comme nul autre au crash du système et à l'effondrement de l'URSS. Il a contribué à mettre fin à la guerre froide. Le système s'est écroulé comme il avait pensé qu'il devait un jour s'écrouler. On lui doit une fière chandelle. La qualité des informations fournies par Farwell nous a bien avertis des déficiences de la machine militaire et de l'économie soviétique. Cela nous a certainement encouragés à être plus fermes, ce qui a probablement raccourci la guerre froide. On dit aujourd'hui que nous avons perdu la guerre froide. Je ne suis pas d'accord. Si nous avons échoué, c'est parce que notre pays a été trahi. De l'intérieur. La semaine prochaine. La semaine prochaine, à la fin de la Grande Guerre, l'Italie fait certes partie des